Tout le monde connaît la célèbre phrase ou aphorisme de Heidegger. L'homme habite sur terre poétiquement, ou bien poétiquement habite l'homme sur la terre, ou bien poétiquement séjourne l'homme sur la terre. Alors, je ne vais pas faire une interprétation textuelle du contexte, là où il interprète le poème de Hölderlin. C'est Hölderlin qui dit ça, Dichtung. Probablement, poétiquement, c'est dichterlich. J'avais interprété ça à partir du verbe dichten en allemand comme intensité. C'est-à-dire l'homme a besoin des intensités. Et la poésie n'est qu'une parole, donc il s'agit de l'intensité dans la parole, c'est-à-dire la poésie, Dichtung, quelque chose condensé, intense, structurel, il n'est pas forcément formel. Alors je veux rappeler quelques indices. Quand j'avais quitté à la fois la Turquie, à la fois ma poésie, à la fois ma langue maternelle turque, que je n'ai pas appris seulement de ma mère bien sûr, mais j'ai acquis ça avec la fréquentation de bibliothèques anciennes, des livres anciens. J'ai choisi soigneusement mes mots, mon vocabulaire. Et effectivement, j'ai suivi la poésie turque de mon époque à moi pour faire une communauté, pour faire une partie intégrante de cette communauté, mais en sachant qu'il s'agissait des détournements de phrases, des tournes de phrases. C'est une intensification toujours étonnante, surprenante. D'abord, la poésie, c'est pas pour communiquer une information, mais pour construire ou instituer une communauté, comme le titre de mes films, donc ramassé sous la communauté des visionnaires, donc communauté probable ou improbable des poètes, des actants, des paroles, des parlants, écrivants. Et alors c'est une communauté des parlants d'abord et des visionnaires bien sûr. Donc en quittant ma langue à l'étranger, c'est Hölderlin encore, on disait qu'on a perdu le langage à l'étranger, fremd, dans le lointain. C'est-à-dire nous avons un rapport très lointain avec le logos. Pour intimiser, pour un rapport intime avec la parole, il faut apporter à la proximité, c'est-à-dire faire la sienne, sa parole, c'est-à-dire sa poésie. En quittant, je disais tout simplement, ou écrivais à une amie quand j'étais à Paris, en turc, d'une tonne déclaratif, je disais que j'ai perdu mes disciples. Effectivement, il y a eu des gens qui sont vexés en disant que, alors là, ce que tu racontais comme poésie, c'était pour nous faire des disciples, et tu te crois un maître. Non, il s'agit d'une métaphore, bien sûr. J'ai perdu mon interlocuteur, c'est ça qui est important. Il y a une apostrophe dans chaque poème. Un poème apostrophe quelqu'un supposé de devenir destinataire
du poème. Le poète, il est destinateur supposé. Donc, il y a un rapport de destinateur au destinataire. Il y a quelqu'un qui signifie et il y a un signifiant, un référent et parfois sans référent. Et on tourne en rond à l'absence du destinataire, à l'absence du disciple, à l'absence de l'œil, de l'oreille et de l'écriture pour déchiffrer, pour la lecture, l'œil. Donc, le poème est aussi graphique, sans exagérer. Un graphéine, c'est autre chose. Je trouve le mot démographie qu'il a beaucoup plus de sens que démocratie. C'est mieux que graphéine, que kratos. Et il y a une souveraineté du poète, mais c'est pas un kratos. Et on discute toujours potestas potentia, mais graphéine, c'est effectivement cette structuration de la poésie pour rendre habitable la terre, pour aider notre terre maternelle, là où on trouve nulle part. Voilà, une bonne introduction à mon propos. Une perte de parole, non pas totale, c'est pas une aphasie, mais à l'étranger, en parlant, en lisant, en écoutant une langue étrangère. Et si on ne fréquente pas les bibliothèques de sa langue maternelle, mais presque morte, c'est-à-dire ottoman, donc un mixage des mots et des expressions arabes et persan avec les expressions pures de turc, c'est-à-dire nomade. Pur, ça veut dire une fluidité là où on peut comprendre de plusieurs façons, comme l'être se dit de plusieurs façons. Chez Aristote, quand un nomade laisse un mot, là, ça se traduit, ça s'entend de plusieurs façons, donc ça fait une poésie potentielle et une imbroglio impossible, c'est-à-dire impossibilité de se faire communiquer en dehors de la poésie, c'est-à-dire l'impossible même. Bouche cousue, la femme interdite, langue et la mort. Restons pour l'instant là dans ces trois dimensions. Interdit, accès interdit, la langue protégée, la mère protégée et la sœur. Antigone. À partir de Hegel. Là, effectivement, on va aller vers deux frères de la famille qui vont vers la société civile bourgeoise, c'est-à-dire l'espace public, agora, dans sa version grecque, gréco-romaine, interprétée par Hegel. Donc la poésie, c'est-à-dire la femme, bouche cousue, ou la femme interdite, qui est la poésie, impossible communauté, passe comme une passe-temps entre les frères. C'est une confrérie, une communauté improbable des visionnaires. D'abord une confrérie, ce fut une confrérie, mais il y a des sœurs, grandes sœurs de la poésie, que je peux nommer pour l'instant Lale Mulder. Je fais une référence à une époque précise des années 80-90. Là, il y avait un cercle d'amitié des écrivains, non pas toujours des poètes. Orhan Koçak, je crois Orhan Kahyaoğlu, Nurdan Gürbilek, et j'ai connu aussi
beaucoup plus Bülent Somay, bien sûr, et récemment, voilà. Murat Mungan, c'était plus ancien, Iskender, c'était plus jeune, Küçük Iskender, etc. Ça reste jamais une communauté. En plus, c'est pas limité à une époque, c'est-à-dire qu'on peut choper, trouver des références avec les distances énormes pour apporter à la proximité de la langue, de la référence, de la langue qu'on utilise. Donc traduire, par exemple, Rimbaud, par exemple, Mallarmé, par exemple, être touché par Artaud ou n'importe quel. Foucault disait qu'il préférait lire et retourner très souvent aux écrivains comme Bataille, Blanchot, Klossowski, Artaud, et au détriment des grands noms classiques comme Flaubert, Balzac, pourquoi pas ajouter les autres, Dostoevsky, Tolstoï, Charles Dickens, il y en a plein. Là, ça fait une communauté. En choisissant soigneusement dans une petite province peut-être, pourquoi pas, qu'on peut constater en visitant chez les amis, garçons ou filles, en visitant leur bibliothèque domestique, et deviner l'appartenance communautaire. Là, les amitiés se renouent. C'était ça ce que j'avais perdu en quittant mon pays pour une raison quand même précise, l'éducation, comme ce roman de Paul de Man qu'il a écrit pendant sa jeunesse en Belgique avant de quitter les États-Unis. Kullandın mı buradaki? Bilmiyorum. Burada cami var ileride herhalde. Paul de Man avait écrit dans sa jeunesse un roman qui s'appelle Hölderlin en Amérique. Là, le sujet, selon le rapport de Jacques Derrida dans son mémoire de Paul de Man, il n'est jamais allé finalement le personnage de roman aux États-Unis. Mais il disait que moi, quand son père, dans le dîner, il lui demandait qu'est-ce que tu vas faire, alors ta sœur, il va finir sa thèse sur le romantisme allemand, et lui, il répondait d'une manière un peu lassante. Bon, je vais aller aux États-Unis, je vais faire une thèse de doctorat sur Hölderlin. Voilà, c'est de là que vient ce titre bizarre, Hölderlin en Amérique. Voilà. Bon, en disant qu'il y a une concurrence entre les frères, entre les citoyens, les prétendants pour l'espace public, c'est pas pour devenir bon fonctionnaire. Oui, Hegel, dans la philosophie du droit, il esquisse cette chaîne gréco-romaine, mais il oublie qu'il y a des œuvrements dans la parole plus importants pour rendre une communauté vivable, en toute concurrence avec les, bien sûr, négativité qui fait le mouvement. Négativité dans ce jargon poétique, dans ce milieu, veut dire se vexer l'autre, se vexer de l'autre frère, sœur. C'est ça. Mais il faut passer rapidement à deux descriptions panoramiques d'une part de l'Orient musulman et de l'autre part
vie de l'Occident, moyenâgiste, chrétien. Alors, ce que des cultures ne se comprennent pas l'une de l'autre, et il faut pouvoir les traduire l'un à l'autre, et pour montrer la proximité. D'abord, fraternité. Ensuite, d'abord, quelques informations de l'ordre presque métaphysique et implique concernant, par exemple, la vie à Constantinople musulman, c'est-à-dire Istanbul, pendant l'époque de l'Empire ottoman. Alors, la majorité de la population, je parle de la démographie, non pas de la démocratie, vivait dans le côté occidental de la ville qui était séparé toujours par le Bosphore, donc Asie et Europe. Donc ils habitaient dans l'ancien Byzance du côté occidental. Mais pour mourir, pour être enterré, ils voyageaient en cadavre avec une barque de Hadès. Ils traversaient le Bosphore pour être enterrés du côté de Üsküdar, précisément dans une gigantesque cimetière qui s'appelle Karacaahmet. Alors pourquoi en vivant à l'Occident, ils voulaient être enterrés en Asie? Parce que dès qu'ils mettaient le pied à Üsküdar, c'est-à-dire du côté asiatique, c'était pour eux déjà la Terre Sainte. Ils voulaient absolument être enterrés, si c'est possible, pendant le pèlerinage à Mecque. Il y allait pour mourir, parce que c'est pour ça que les vieux, ils y allaient plutôt pour mourir, pour rester, être enterrés là-bas. Et dans le cas plus commun, ils étaient enterrés du côté d'Asie. Parce que toute l'Asie commençait et touchait à la Terre Sainte, c'était la même chose. C'est pour ça qu'on peut expliquer cette géographie inexplicable de cimetière gigantesque de Karacaahmet qui n'a ni queue ni tête, qui a des volets, etc. Que j'ai vu des endroits, des régions dans ce cimetière complètement détruits ou bien rendus à la nature. Toutes les sphères sont s'écroulaient, les pierres tombales dispersées. Je ne sais pas si j'ai vu cette scène pendant mes promenades enfantines ou je rêvais ou je fantasmais, mais j'ai demandé ces régions à un responsable de cimetière récemment qui m'a affirmé en disant que oui, il y a 2 régions comme ça. On sait que le cimetière actuel, bien que gigantesque, s'étendait encore plus des hectares et des hectares dans le côté asiatique de la ville qui allait jusqu'à jardin de mosquée de Kızıl Toprak, pour dire l'extrême de cette cimetière connue avec les documents maintenant archéologiques parce qu'on a détruit cet immense cimetière. Là où on peut voir même les photos et les descriptions détaillées dans les écrits des voyageurs européens. Et les historiens aussi en ont parlé. Je veux citer un nom, Ostrogovitch, qui connaissait tous les récits des voyageurs lavantins, qui s'étonnait de cette vie de province dans une ville qui ne veut pas de changements, parce que tout un peuple musulman était voué à l'autre vie, à la mort,
oh, la Terre Sainte, il n'y avait rien d'ici-bas, c'était pour passer quelques temps, ça donnait toute la poésie, ce sentiment de mortalité éphémère. Voilà notre grande poésie de Guiron qui est fondée sur cette éphémérité du monde, cosmos. Et moi, c'est-à-dire Psyché, avec sa passion à diriger, avait besoin d'une sorte d'initiation au soufisme avec les étages, les échelons qui vont vers l'homme parfait, impossible presque atteindre, comme une idée régulatrice. Le maqam, c'est-à-dire la position supérieure, si ce n'est pas abusé par que chef religieux, que c'était impossible dans le soufisme, restait vacante, c'est-à-dire non décrit, mais voulu, désir, un point inatteignable. C'est ça le sommet de l'éducation idéalisante musulmane. Voilà une rapide description que je peux détailler en 1000, donner un prix et vérifier, justifier. Passons à cette rencontre mythique des chevaliers, l'ordre des chevaliers templiers. Et leur première croisade à Jérusalem, Terre Sainte, et leur rencontre inattendue avec leur homologue, je dirais, de Hassan Sabbah dans l'état fatimide, qui est connu comme renaissance de l'islam aussi. En dehors de l'Andalousie et en Égypte, en Caire et à Bagdad, il y avait une présence fatimide dans la Terre Sainte. Donc, la première rencontre des Templiers qui étaient à la cherche en quête bien sûr, en quête de reliques, la coupe sacrée, la vie, la source de la vie. Là, ils ont commencé à s'entendre avec le musulman éclaireur, mais dans les croisades ultérieures, le Vatican, pape a tout fait pour empêcher cette rencontre mystique et rendre toutes les croisades comme conquête, violence, siège à siège. Eh bien, ce mémoire mystique de l'Orient, avec tout cet hermétisme devenu musulman, est passé à toutes ces figures bas-reliefs de cathédrales gothiques ultérieures qui fleurit tout à coup dans toute Europe presque simultanément. Et tout cet ésotérisme qui touche quand même à la direction des passions et sentiments de péché dans toute sa véhémence, le corps, la chair, le péché et les châtiments, l'exécution, l'enfer, l'apocalypse, les bêtes, bétail, et envahi l'Europe. Alors qu'en Orient, il n'a pas eu cette horreur, comme film d'horreur, cette eschatologie qui touche finalement le corps dans sa présence, le corps vivant, la Lebenswelt. Là, ils s'entendaient bien avec leurs païdéas musulmans dans les mêmes maîtresses et il y avait une initiation des jeunes. Sans avoir besoin d'un espace public, une initiation
je dirais, comme un moment d'invagination vers le cœur, vers l'intériorité de l'homme. Le cœur, l'amour, proximité, le chant, musique, mathématiques, rythme, et le salut, et la terre promise comme le cimetière, sans avoir même une sépulture, outre qu'une chaîne là-bas. Voilà, simplicité musulmane dans ses primitivités chrétienne, genre fraternité chrétienne, fleurie en Anatolie, dans les lieux de 1000 églises Cappadoce, c'est ça. Une confrérie, un dialogue sans s'influencer directement, laissant l'autre religion en tant que telle, organiser les quartiers des villes comme quartiers en 4 religions ou ethnies grecques, arméniens, juifs et musulmans. C'est ça. Urbanisme ottoman, trop vite décrit, et en Europe, d'une part la peste, l'autre part fête carnavalesque, et donc survivance de Dionysos, expiatoire, bouc émissaire, passion répétée de Jésus-Christ, même sur le roi, exécution, décapitation, but plutôt du feu sacré, le boucher célèbre, des sorciers, des femmes et des hommes, et tout ce qui est péché, non pas contre la religion, mais c'est selon la religion, donc ils étaient obligés d'expier sur le boucher, le feu purifiant. Voilà. Donc, dans l'absence de la poésie, des cris, des situations configuratives, il n'y avait que ce théâtre sauvage et mystique, excessif, comme phénomène saturé et satisfait, bien sûr. Voilà. Bonsoir.